Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un bilan sur les fonctions cosinus et sinus, nos premières fonctions trigonométriques. Nous avons l'habitude de parler du cosinus ou du sinus d'un angle, soit dans un triangle rectangle au niveau collège, soit dans le cercle trigonométrique à partir de la classe de première. Le but maintenant, c'est de travailler avec la fonction cosinus, donc qui va être définie sur grand R, tout simplement par le cosinus de petit x. Alors les premières propriétés de cette fonction, qui vont être importantes puisqu'elles vont nous permettre d'éviter de travailler sur grand R, c'est que cette fonction cosinus, elle est périodique de période 2π. On dit à ce moment-là qu'elle est 2π périodique. Ce que cela veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute 2π à notre nombre de départ, on retombe sur le même cosinus. Donc on peut uniquement travailler entre 0 et 2π, et le reste se fera de la même façon, tout simplement par des translations. Ensuite, notre fonction cosinus est paire. Cela veut dire que le cosinus de moins x est égal à cosinus de x. En effet, si vous vous replacez sur le cercle trigonométrique, si vous êtes donc dans la partie supérieure, on va dire, de notre cercle, donc pour des ordonnées positives, vous allez avoir les mêmes cosinus que leur symétrique dans la partie négative, en dessous de l'axe des abscisses. Donc, on va avoir une autre symétrie et on va pouvoir encore réduire la période sur laquelle on va travailler. Regardons cela donc sur la courbe représentative. Ici, entre moins pi et pi, j'ai défini une période. Et donc ici, j'ai un motif qui va se répéter par translation, comme je vous le disais. Ensuite, le fait que ma fonction soit paire dit qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ce qui se passe entre 0 et pi, c'est la même chose que ce qu'il se passe entre 0 et moins pi. Au final, je vais donc pouvoir uniquement travailler entre 0 et pi pour pouvoir aller étudier ma fonction. Et notamment au niveau de son sens de variation, elle est strictement décroissante entre 0 et pi, et au niveau de son signe, elle est tout d'abord positive entre 0 et pi sur 2, puis négative entre pi sur 2 et pi. Voici donc ces informations résumées dans un tableau de signes et dans un tableau ici de variation. Pour la fonction sinus, nous avons à peu près les mêmes éléments. Donc cette fois-ci, on va définir par sinus x notre fonction. Elle est toujours 2π périodique, mais cette fois-ci, par contre, elle est impaire. Ça veut dire que le sinus de moins x est égal à moins le sinus de x. Et à nouveau, si on se réfère à notre cercle trigonométrique, si on se place donc pour des x positifs, et pour des x négatifs, on va voir que le sinus, en effet, est opposé l'un à l'autre. Au niveau de la courbe représentative, donc on a la même chose en fait que pour le cosinus, mais avec un décalage. On va en parler ça après. Si je me place donc sur une période de moins pi jusqu'à pi, j'ai donc mon motif qui se répète. Le fait que ma fonction soit impaire fait que j'ai une symétrie, mais cette fois-ci par rapport à l'origine du repère. Ça veut donc dire que ce qui se passe entre 0 et pi, je vais le copier, mais à l'opposé, entre 0 et moins pi. Il me suffit donc d'étudier le sinus entre 0 et pi. Il est d'abord croissant puis décroissant, avec le changement au niveau de pi sur 2, et par contre il est toujours positif sur cet intervalle 0π. Donc il sera toujours négatif, comme on parle en opposé, entre moins pi et 0. On peut donc aller résumer ça, comme je vous le disais, sur le tableau de signes et de variations de la fonction sinus. Donc entre 0 et pi, toujours positif, avec mes zéros. Et ensuite, au niveau des variations, croissant, puis décroissante. Il y a un lien très fort, évidemment, entre ces deux fonctions et entre ces deux courbes. Vous avez simplement un décalage, ce que l'on appelle
un déphasage de l'ordre de pi sur 2. C'est-à-dire que le sinus de x plus pi sur 2 est égal au cosinus de x. Donc on voit bien qu'on a simplement un décalage temporel, on va dire, entre le cosinus et le sinus. Enfin, ces deux fonctions sont fortement liées aussi par leur dérivée. En effet, la dérivée du sinus, c'est le cosinus, et la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. À partir de là, puisqu'on a travaillé sur les signes de cosinus et de sinus, on va pouvoir aussi travailler sur le signe des dérivées de ces fonctions. Voilà pour ce bref bilan pour ces deux fonctions trigonométriques. Il sera complété par d'autres vidéos sur la tangente, sur arc cosinus, arc sinus, arc tangente, etc. Au revoir.